Et pour en parler avec nous, nous accueillons Idriss Aberkane. Bonsoir, Idriss. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant, chercheur à l'école polytechnique, docteur en neurosciences et vous avez écrit ce livre « Libérez votre cerveau ». Et j'en conclus donc que vous êtes très intelligent. En fait, pas du tout. Ah bon, ça veut dire que je peux écrire un bouquin? C'est un peu ça le sujet. Ouais. C'est un peu ça le sujet. Et ça s'appelle donc Libérer votre cerveau. Et on a aussi également un cerveau qui... Alors d'ailleurs, ce cerveau, est-ce que c'est un cerveau intelligent quand on voit comme ça? Il est à qui surtout? C'est une très bonne question. Enfin, il est pas. Enfin, je crois pas qu'il soit moi, mais en tout cas, c'est difficile de dire comme ça de visu. C'est un vrai? Ah, c'est un vrai cerveau. Vous voulez toucher, Eric Emmanuel? Non, du vrai cerveau. Non, Pourquoi il veut le toucher? Il veut pas le toucher. Vous allez le dégoûter après. On va pas le toucher. Alors, on va dégoûter les gens de la science. On va le toucher. On va toucher quand même. On va pas toucher. Allez-y, ça fait pas mal. Attention, attention, non, là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Alors, libérez votre cerveau, pas celui-là en tout cas. Isabelle Saporta, vous avez lu attentivement ce livre. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement, Idriss, libérer votre cerveau? Écoutez, le premier sujet, c'est que notre cerveau, il est bridé en fait. On pourrait mieux l'utiliser. Alors, il y a le thème des est-ce qu'on n'utilise que 10% de nos cerveaux? Ça, c'est bidon, ça, c'est faux. On n'utilise pas que 10% de notre cerveau. Parce que 10%, ça veut rien dire en fait. C'est juste ça le sujet. Par contre, on n'utilise pas tout notre potentiel. Ça, c'est vrai. On est bridé. C'est comme si vous voulez, on avait des logiciels qui nous disaient stop, arrête, fais pas ça. Et un des logiciels dont je parle dans le livre, on appelle ça l'impuissance apprise en neurosciences. Et c'est en gros cette petite voix dans notre tête qui nous dit n'essaie pas, cherche pas, tu peux pas faire ça. Parce qu'on se dit on va pas y arriver, c'est ça? Exactement, ouais, surtout en maths en fait. On peut prouver en neurosciences par exemple qu'il y a des gens, quand on leur montre une équation mathématique, il y a une partie de leur cerveau qui s'active qui dit en gros n'essaie même pas. Ah mais je vous le confirme, parce qu'en maths c'était une catastrophe. On s'est tous dit ça. Eric Emmanuel, lorsque vous étiez à l'école, c'était ça également. Il y avait des matières comme ça où vous disiez inconsciemment, comme nous l'explique Idriss, il faut surtout pas que j'y mette un doigt. Non, moi j'ai adoré être à l'école, j'ai adoré faire des études, y compris les maths ou la philo ou les lettres. Mais par contre, je rejoins une de ses analyses dans son livre parce que je l'ai vu. Mes études m'ont formé, mais elles m'ont déformé. C'est-à-dire la part de créativité chez moi a été totalement éteinte pendant les études. Il a fallu que je me batte à l'âge adulte pour retrouver la créativité spontanée et forte que j'avais dans l'enfance. Ouais, ce côté normatif, quoi. Oui. Voilà. Isabelle Saporta, si vous avez relevé dans le livre. C'est quelque chose qu'il explique très très bien et qui dit effectivement il faut, finalement, l'école n'est faite que pour formater, il faut retrouver son esprit de rébellion. Et il raconte notamment l'histoire de Steve Jobs qui se retrouve à Stanford en 2006 devant un parterre de pontes, à qui il dit mais il faut réapprendre à suivre votre cœur et votre intuition. Et vous dites au fond, on a beaucoup perdu en troquant notre cœur et notre intuition contre le formatage et l'excès d'accumulation de l'école, en fait. Ouais, ce que je dis dans le bouquin, c'est que quand on troque l'émerveillement contre la conformité, on troque un moteur contre une carrosserie, en fait. C'est ça le problème. C'est que je préfère largement un débutant avec de l'enthousiasme qu'un prix Nobel dépressif. Et le problème, c'est qu'à l'école, on va plutôt préférer le prix Nobel dépressif aux débutants enthousiastes. Et perdre son enthousiasme, c'est jamais une bonne chose. Beaucoup de gens pensent que quand on n'est plus enthousiaste, quand on n'est plus émerveillé, on est pro. Un pro, ça s'émerveille pas. C'est bidon, c'est faux, il faut arrêter de penser comme ça. Ça veut dire que Usain Bolt, comme l'évoquait tout à l'heure Eric Emmanuel, s'il est aussi fort, c'est parce qu'il adore courir, c'est parce qu'il s'épanouit. On ne devient pas numéro 1 si on ne fait pas ce qu'on aime. C'est la première chose. Je ne connais personne. Si on lui demande un prix Nobel, par exemple, comment tu as eu ton prix Nobel? Parce qu'il fallait bien. Non, j'étais forcé. Ça n'existe pas. On n'est pas numéro 1 dans son domaine si on n'aime pas ce qu'on fait. Mais il y a une minorité de gens qui pensent sérieusement que plus on se fait chier, plus on est professionnel. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre en jouant? Bien sûr. C'est que du jeu. Apprendre en jouant, moi ça me sidère qu'en 2016, je sois encore à expliquer qu'apprendre en jouant, c'est très bien. Jouer, c'est la méthode naturelle d'apprendre pour le cerveau. Point. Voilà. Là, normalement, je jette le micro, puis je me casse. Mais... Parce que c'est la classe d'avoir dit ça. C'est mic drop. En fait, la nature, elle a sélectionné le comportement de jeu pour apprendre. Genre, le petit lapin que vous avez vu là, qui n'est pas un lièvre d'ailleurs, il y a arnaque. Hein, oui, voilà, c'était bon. Il l'a vu. Voilà, vous êtes très intelligent, bravo, c'est bien. Une sorte de hamster. Là, en fait, tous les mammifères jouent pour apprendre. Ça, c'est la première chose. Les proies, les prédateurs, tous. Et plus un animal est intelligent, plus il joue. Alors, attention, corrélation, ça ne veut pas dire que c'est une cause, mais plus un animal est intelligent, plus il joue. Les dauphins jouent, les corbeaux jouent, les poulpes jouent. C'est un truc de dingue. La nature, ouais, vous n'étiez pas posé cette question dernièrement. Mais... Le dauphin, si, il y a le dauphin, qui joue. Donc, visualisé, mais le poulpe un peu moins. Mais après, alors c'est très bien, effectivement, enfin, je vous entends quand vous dites tout ça, qu'il faut apprendre en jouant, ou plutôt jouant, jouer pour apprendre. Mais dans son boulot, dans le quotidien, on n'a pas forcément cette place-là, cet environnement favorable pour développer notre cerveau ainsi. On peut tout...
Gamifier, c'est le terme qui est utilisé. Les Ouais. Québécois disent ludifier. N'importe quel, non, sans plaisanter, Joli, hein. n'importe quel. Ludifier, c'est bien. Ludifier, je préfère parce que c'est un côté fluide. Alors c'est vrai, mais l'employé à l'usine qui est au montage, à la chaîne, Mais oui, mais- Là, on ludifier, parle c'est de quand même l'exemple le plus dur, mais par c'est exemple, dur, quoi. les barman qui s'amusaient à jongler et tout avec Ouais, leur. C'est ce qu'on appelle l'excellence amusante. En fait, quand on s'amuse, on fait plus attention aux détails et on recommence si on se plante. Si on s'amuse, on recommence quand on se plante. Si on s'amuse pas, quand on s'est planté, on arrête. Donc, pour devenir excellent, il faut pratiquer, bien sûr. Il faut recommencer quand on s'est planté. Or, dans un jeu, quand on se plante, on a envie de recommencer. Dans un livre de cours, quand on se plante, on le ferme, on dit j'arrête, c'est pas fait pour moi. Bon. Et là, on se dit que c'est de notre faute. Alors qu'en fait, c'est le livre qui est pas ergonomique. Tout le sujet du livre que je présente là, c'est la neuroergonomie. C'est un sujet qui vient de l'armée au départ. C'est l'armée de l'air américaine qui l'a lancé. Et le but, c'était de faire des casques pour pouvoir accrocher plus de cibles quand on est pilote, etc. Et maintenant, ça arrive dans le civil. La neuroergonomie devient une technologie civile et on se rend compte qu'on pourrait beaucoup mieux utiliser notre cerveau. Et alors, dans les grandes entreprises comme Google, par exemple, on va voir quelques photos des bureaux de Google, où là, on se rend, ça va totalement dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a une table de billard, un baby-foot, un toboggan pour arriver à la cafette. Et alors, le plus fort, c'est quand on signe un contrat chez Google, il est exigé que vous passiez 10% de votre temps de travail à jouer. C'est-à-dire qu'on oblige... à faire ce que vous voulez. Alors, c'est pas forcément jouer. Normalement, il y a entre 5 et 10% du temps payé où vous devez faire ce que vous avez toujours rêvé de faire dans votre vie, mais que vous n'avez jamais eu le temps de faire. Par exemple, vous êtes fan de Led Zeppelin, vous voulez apprendre la guitare, on vous laisse 10% de temps, on dit voilà, fais-le, parce qu'on se rend vite compte qu'un employé épanoui est plus productif. Et ça, c'est le vrai sujet. C'est-à-dire qu'on a un mensonge de la révolution industrielle qui est épanouissement ou productivité, tu peux pas avoir les deux. L'homme est un fruit, il y a deux façons de faire de l'argent avec, le presser ou le planter. Si tu le presses, tu as un verre de jus d'orange, si tu le plantes, tu as un arbre. Choisis ton camp, camarade. Et en fait... Voilà. On cherchait un discours politique, on l'a. Ce que je Qu'est-ce que vous faites là? ce que je dis dans le bouquin, c'est que l'équation, elle est simple. Tout homme épanoui est productif. Mais tout homme productif n'est pas forcément épanoui. Et donc, quand on vise l'épanouissement, on a forcément la productivité. Je connais personne qui est épanoui, qui est en tôle. Ça n'existe pas. Donc, l'école devrait viser l'épanouissement. Mais le problème, c'est que l'école vient de la révolution industrielle et elle vise plus la productivité que l'épanouissement. Juste à vous proposer un petit jeu, justement, Isabelle. Non, oui, mais même, il prend un exemple, moi, je trouve génial dans l'école, où il nous dit qu'en fait, on est à l'école comme si on était face. Normalement, vous êtes les plus beaux jours de votre vie, vous êtes face à un buffet merveilleux où il y a toute la nourriture que vous avez toujours eu envie de manger. C'est le plus beau jour de votre vie. Sauf que là, après, on vous dit, attention, il va falloir tout manger, mais tout finir, tout ingurgiter. Il dit, l'éducation nationale, aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que ça devrait être le plus beau jour de notre vie. Faut manger du français, faut et manger on te force, on te gave comme une oie. Et il dit, si jamais on gavait votre cerveau, si jamais vous ne supporteriez pas qu'on gave l'estomac de vos enfants comme on gave leur cerveau. Et aujourd'hui, ceux qui s'en sortent, l'élite de demain, c'est les gens qui ont les cerveaux les plus gras, entre guillemets. Donc c'est absurde, c'est vrai que c'est très, Alors, très, très pour bien développer et libérer son cerveau, il faut s'amuser. Et juste avant l'émission, vous nous avez suggéré un petit jeu qu'on va voir dans l'écran. Alors, dans ce petit jeu, vous pouvez jouer avec nous chez vous, puis évidemment dans le public. D'ailleurs, on va jouer, tiens, regardez les trois charmantes personnes qui se trouvent ici au premier rang. Il y a des individus, des demoiselles, des dames, qui sont avec des t-shirts blancs et des t-shirts noirs. Elles ont un ballon. L'objectif, c'est pour vous trois là, mais c'est pour vous aussi là, est de compter le nombre de passes que les demoiselles en t-shirt blanc vont se faire dans la vidéo. Donc vous regardez bien le nombre de passes que cette demoiselle-là, celle-là et celle-là vont se faire. OK? On fait ça? Évidemment, vous pouvez jouer avec nous et vous jouez chez vous. C'est parti pour la vidéo. On compte ensemble. Allons-y. Alors, 1, 2, 3. Vous ne comptez pas, vous ne parlez pas, non? Vous ne parlez pas, d'accord. 4, 5, 6, 7, ici, 8, 9, 10, on continue, 11, 12, 13, 14, et 15, et encore une, et 16. Alors, 16, c'est ça? 16, c'est ça. 16 ici? Moi, j'aurais dit 15. 15 ici? 16. Alors, il y a 16 passes, mais est-ce que vous avez vu autre chose que les passes qu'ont fait les jeunes filles? Bah non. Vous n'avez rien vu d'autre? Si, il y avait des filles avec des t-shirts noirs. Des filles avec des t-shirts noirs, monsieur. Bah, il y avait d'autres passes. Il y avait d'autres passes. Il y avait le gorille. Le gorille. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est applaudissements, c'est génial. C'est-à-dire que sur ces trois personnes, ces trois jeunes gens, merci beaucoup, il y en a deux
qui se sont concentrés exclusivement sur les passes et qui n'ont pas vu le gorille. Vous aviez vu le gorille avec Amadal? Mais c'est parce que vous êtes supérieurement intelligent. Alors comment on l'explique ça, Idriss? Alors évidemment, c'est pas une question juste d'intelligence, mais c'est que notre cerveau, notre conscience peut pas faire deux choses en même temps. Ouais. Donc quand elle est concentrée sur la tâche de compter le nombre de passes que se font les basketteurs, notre conscience, elle rate en général le gorille. Et là où c'est intéressant pour l'école, évidemment, c'est que qui c'est le bon élève au fond? C'est celui qui a bien compté les passes jusqu'au bout et qui a raté le gorille, ou c'est celui qui a vu le gorille? Qui on doit récompenser? Notre cerveau, dans l'évolution, il récompense plutôt celui qui a vu le gorille, en fait. Notre cerveau, son intérêt, c'est de savoir rester attentif à d'autres choses qui peuvent surgir, parce que notre cerveau vient de la jungle, vient de la savane et vient de l'ère glaciaire. Et à cette époque-là, je vous garantis que si vous saviez compter les passes des basketteurs, vous surviviez pas 2 secondes. Donc il fallait être capable de tout de suite voir un événement qui survenait. Mais effectivement, à l'école, on va plutôt récompenser ceux qui ont bien suivi le nombre de passes et qui ont raté le gorille. Alors, vous ne devez pas vous sentir coupable si vous l'avez raté, bien sûr. Mais l'idée, c'est que notre conscience ne peut pas faire deux choses en même temps et que, ou bien elle suit les passes et elle rate un truc énorme qui passe dans son champ de vision que notre cerveau a vu. C'est juste que notre conscience dit c'est pas important. Voilà. Mais on l'a vu, nos yeux l'ont vu. C'est aussi ce qu'on appelle une image subliminale en un sens. Exactement. Libérez votre cerveau et pour cela, amusez-vous, c'est un peu le message. C'est formidable. Merci beaucoup, Idriss Aberkan. Votre livre est édité chez Robert Laffont. Quel regard vos enfants